Bonjour à tous, vous allez toujours bien? Cool. Alors, on a eu un petit dessert sympathique, mais là, je vais vous dire, le dessert que vous allez goûter, parce qu'il y a beaucoup de portions, le chef est très généreux. Je n'ai jamais goûté un dessert aussi léger et aussi succulent. Il y a une seule condition, est-ce que vous aimez la figue? Tout va bien. J'appelle le plus sportif des pâtissiers, Julien Alvarez de la Maison La Durée. C'est un petit peu gênant quand même. Pourquoi c'est gênant? Non, mais tout va bien. T'es beau, t'es sportif, t'es fit, j'aimerais être Non, comme mais toi. en fait, c'est la dégustation plus qui me. Parce qu'il faut pas que, Ah non, mais que là, ça déçoive derrière. ils peuvent pas être déçus. On était plein à la maison, tout le monde a. Bon, je vous en dis pas plus. Ils aiment tous la figue, donc a priori, on est bon. Mais je crois que le dessert, non, le secret est dans la pâte. Alors effectivement, la particularité de ce dessert-là, c'est que globalement, sur tout ce qui est tarte aux fruits, pendant pas mal de temps, je recherchais, une fois que la composition de la tarte était un petit peu aboutie, c'est de faire des essais avec d'autres types de pâtes suivant le fruit. Et je me suis aperçu que alors un fond de pâte sablée pouvait convenir à quasiment tous les fruits, mais par exemple, pour travailler la cerise, une base de gâteau basque, par exemple, un linzer avec l'abricot. Et c'est vrai qu'il y avait des pâtes qui convenait mieux et qui apportait un twist supplémentaire. Et c'est vrai que ce fond de pâte philo, feuille de brique, ça dépend le fruit. Donc c'est vraiment inspiré un petit peu de la pâtisserie orientale. Et c'est vrai que la toute première, c'était... alors, ça s'est fait en parallèle, il y avait un travail autour des agrumes, mais aussi de l'abricot. Et naturellement, ça m'est venu logique de travailler la feuille de brique à l'époque avec un fruit de Méditerranée comme l'abricot. Abricot, je me souviens, Ouais. j'avais goûté aussi. Mais là, ce qui est vrai, c'est qu'on est plein fruits avec la figue et que du coup, ça vient supporter. Normalement, la pâte, c'est hyper présent et finalement, parfois le fruit. Là, on est vraiment plein fruits et c'est le bonheur, quoi. Alors on va en parler effectivement de la cuisson du fruit juste après, mais effectivement il faut que tout le reste soit au service du fruit, de la figue en l'occurrence. Et c'est vrai que là ça apporte une certaine délicatesse. Alors aujourd'hui on est sur de la pâte philo, on peut être sur de la feuille de brique suivant si les fruits rejettent un petit peu plus d'eau, parce qu'effectivement ça aura un petit peu plus de résistance. La feuille de brique, la pâte philo, je l'utilisais assez fréquemment en dessert de restaurant parce que ça nous permet de faire au-delà des décors, ça nous permet d'avoir des textures assez éphémères, fragiles et très croustillantes. Et après, petit à petit, ça a glissé sur des pièces tea time qui avaient une durée de vie moyenne. Et en faisant des tests de vieillissement sur des pâtisseries individuelles, parce qu'aujourd'hui, nos pâtisseries, elles sont montées pendant la nuit, très très tôt le matin. Et il faut effectivement qu'un client qui vienne en boutique et qui achète une tartelette pendant la journée, s'il la ramène chez lui le soir au minimum, il ait quand même une certaine texture. Donc après, on va voir la composition. Il y a un petit beurre d'amande qui va venir un peu imperméabiliser ce fond de pâte philo. Mais de pâte, philo, pardon. Entre la feuille de brique et pâte philo, je me perds un petit peu. Mais effectivement, ça a une durée de vie qui est quand même correcte. Et c'est pour ça aussi qu'on a opté pour la mise en boutique. C'est vrai que tu es passé du Bristol, où on fait, je dirais, du dessert minute, à Maison La Durée, où il faut quand même concevoir un peu des desserts qui puissent durer, notamment... Parce que j'ai utilisé le mot terme test de vieillissement, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on fait des pâtisseries, bien sûr, même si c'est des premiers tests, on en fait plusieurs, et on fait vraiment, dès que ça commence à être un petit peu abouti, et très rapidement, on fait des tests, on les laisse pour la veille et le lendemain, même si on les a déjà dégustés, en fait, on voit comment les textures évoluent, pour que effectivement on ait une évolution qui soit bien et voire pas mauvaise. Parce que c'est vrai qu'il y a des gâteaux qui vont le surlendemain être encore meilleurs, comme des entremets montés avec des biscuits. Il y a une certaine osmose qui va se faire comme un opéra par exemple, même si aujourd'hui on ne fait pas d'opéra au sein de la Maison La Durée, mais c'est des gâteaux qui sont presque meilleurs le deuxième, le troisième jour. Et après, bien évidemment, quand on travaille du fruit ou des millefeuilles ou autre, il faut au moins qu'on s'assure que ça tienne 18 heures, on va dire. Voilà. Ça, oui, parce que... Alors, je te propose qu'on s'attaque un petit peu à la au détail. La recette, voilà. Donc, effectivement, on a tous les éléments qui sont devant nous. Ici, donc, on a parlé effectivement du fond de philo. Alors, la réalisation en soi, elle est relativement simple. Donc, pâte philo, feuille de brique. Je procède de la même manière. On fait ce qu'on appelle un beurre-miel. Donc, moitié-moitié. Donc, on est vraiment sur une préparation de base.
j'attire votre attention parce que dès cette préparation-là, on peut prendre un axe intéressant. Bon, la phyllo, la feuille de brique, ça a un goût qui est neutre. Mais après, bon, le beurre, on peut s'amuser à l'infuser avec des zestes, des épices ou autre. Et surtout, le choix du miel peut être hyper intéressant. On avait commencé à travailler sur une tartelette un peu dans l'esprit châtaigne, Mont Blanc. Et dès le départ, on avait fait un beurre miel avec du beurre de châtaignier. Et bon, on n'a pas eu le temps d'aboutir cette recette-là. Mais en tout cas, ce fond caramélisé avec le beurre miel de châtaignier, c'était déjà en soi, c'était excellent. Donc après, il faut aimer le châtaignier, c'est puissant. Mais on avait des notes très très intéressantes. Donc au niveau de la réalisation, on a 5 feuillets qui sont superposés. Donc je vous ai parlé du beurre miel, donc on travaille sur une texture assez fluide, le mélanger. Vous badigeonnez généreusement entre chaque couche et en fait vous faites comme un millefeuille, une superposition de fines feuilles. Et ensuite vous détaillez, vous le mettez entre deux moules, donc les moules que vous souhaitez, et vous cuisez. On est à peu près sur une température de 160 degrés et à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Cuisson sur grille, c'est important pour que ça circule bien et qu'on ait une coloration qui soit homogène. Donc après, on a ce type de fond. Donc on est vraiment sur un feuillet hyper fin. Voilà, et puis rien que ça tout seul, c'est très très bon. C'est impressionnant, hein, de finesse. Donc la suite de la recette, on a réalisé un beurre d'amande. Alors le beurre d'amande, en fait, l'idée de cette recette-là, souvent quand je réalisais ou la période des galettes ou des fonds de tarte, on réalisait soit une crème frangipane, soit une crème d'amande. Et ces crèmes-là, on a l'obligation de les cuire, entre guillemets, parce que c'est des crèmes qui sont destinées à être cuites, dans le sens où on a des œufs crus. Mais en soi, à chaque fois que globalement je goûtais ou je me léchais les doigts, je trouvais la texture et le goût très intéressant d'avoir cette crème d'amande un peu crue. Et donc l'idée de ce beurre d'amande, en fait, c'est de recréer un peu cette texture-là et ce goût-là. Donc on est sur une pâte d'amande qu'on va détendre avec un petit peu de crème pâtissière et un petit peu de beurre. Donc en fait, ça va nous donner une texture très fondante, assez riche, certaine, mais avec ce goût d'amande. Et dans certaines recettes, on a même rajouté de l'amaretto. Pour renforcer ce petit goût d'amande amère. Après, effectivement, l'alcool, quand ça n'a pas un rôle vraiment très important, moi j'aime beaucoup l'alcool, mais en termes d'assaisonnement, malheureusement aujourd'hui, par rapport à la boutique, on fait attention à ce que, par rapport aux restrictions alimentaires, une personne puisse quand même la déguster. Donc même si c'est juste pour renforcer le petit goût d'amande amère, on a enlevé l'amaretto. Mais à la base, il y en avait un petit peu. Donc si vous pouvez vous permettre d'avoir de l'alcool dans vos pâtisseries, l'amaretto dans ce beurre d'amande fait du bien. Ça relève un peu tout. Oui, ça relève, et puis oui, ça relève. C'est un exauceur de goût en soi, sans que ce soit vraiment alcoolisé, ça relève les notes d'amande. Ça, c'est pour tapisser le fond. Alors, on va le voir après, on va faire le montage pendant que vous dégustez. Ce que je te propose, c'est que j'explique rapidement toutes les étapes et après, on va faire le montage. Ensuite, ici, on va retrouver... Alors, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Non, mais on ne voit pas. On ne voit pas? Si, on te voit. Si, on voit, regarde, on ne voit pas la barquette. Là, coucou. Oui, mais c'est pas moi qui est intéressant. Quand même. Donc ici, on a une masse baklava. Donc la masse baklava, ça fait rappel un petit peu à la pâte phyllo. L'idée, c'était de rapporter le croquant et le fruit sec. Donc ici, on va avoir un mélange d'amandes et de noix de pécan qui vont être légèrement sablés au four avec un petit peu de beurre, du miel et un soupçon de cannelle. Voilà. Cannelle, très bien. Donc on va venir tout à l'heure dresser notre beurre d'amande et on va tapisser. On va faire des inclusions en fait de fruits secs sablés. Voilà, on a mis de la fleur d'oranger aussi pour l'abricot. Ça marchait, ça fonctionnait très très bien. Ça apporte vraiment beaucoup de gourmandise, je trouve. Alors, ça apporte vraiment beaucoup de gourmandise. Alors, elles sont grossièrement concassées. Il ne faut pas que ce soit trop gros, mais en même temps, c'est vraiment ce qui va apporter le croquant. Et j'ai envie de dire, le cas échéant où, par exemple, votre fond, il a un petit peu pris l'humidité parce que, bien évidemment, on est le frigo, le transport, le fruit. Ça va vous sauver la mise parce que ça, vous garderez de toute façon cette mâche-là. Donc, il y a la finesse et la délicatesse de la pâte phyllo et la baklava, ça va vous apporter vraiment un croquant généreux. Voilà. Double croquant pour l'instant. Double croquant. Ensuite, on va avoir la cuisson des figues. Donc la cuisson des figues, on va
c'est hyper important sur certains fruits, la manière dont enfin, tu as évoqué tout à l'heure le fait en fait, je pars du principe que je fais le même métier, mais je le pratique de manière différente. C'est-à-dire Bristol, la durée, autre. Après, je reste avec mon expérience, ma sensibilité. Et c'est vrai que sur la figue, on travaillait sur des compotés à base de chair directe ou de purée et autres. Et en fait, j'arrivais pas à retrouver le plaisir du fruit cuit, alors que comparativement avec d'autres fruits, j'arrivais facilement à le retrouver. Donc là, on a fait différentes essais de recettes. Et au final, on perdait à chaque fois vraiment le goût de la figue. Et je me suis rendu compte qu'un des goûts qui était très important pour moi dans la figue, c'était effectivement la feuille de figuier. Et notamment, il y a une marque de bougies, célèbre bougie. Donc voilà, enfin à la maison, on est absolument fan. Et effectivement, feuille de figuier, on l'a toujours. Et en fait, c'est un parfum que j'ai ancré en moi. Et en fait, c'est vrai qu'avec avec la figue, même si c'est une compotée de figue, je m'attends à avoir ce parfum végétal de la feuille de figuier. Donc ce qu'on sait, parce que et encore une fois, il faut penser des recettes pour qu'elles soient reproductibles en production et qu'on puisse avoir une qualité qui soit régulière au quotidien. À ce sujet, tes fiches techniques sont imbitables. Je tiens juste à te dire que tout mais le alors, monde... je te rassure, même moi, je les comprends pas. non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai toute une équipe qui se... Enfin, je les comprends pas. Elles sont... En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est une petite aparté, la fiche technique que tu as reçue, en fait, nos équipes, elles sont divisées en postes. Et chaque poste va recevoir un peu la partie de la fiche technique qui lui incombe. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de feuilles pour, entre guillemets, ce que je viens de vous expliquer en 10 minutes. Tout ça pour dire que globalement, sur la figue, on travaille avec Monsieur Beau, donc dans le sud de la France, qui cultive beaucoup de variétés de figues, pour ne pas donner un nombre. Là, vous avez un échantillonnage. Concrètement, moi, je suis parti dans un principe, c'est que je ne demande pas forcément une variété en particulier, je lui demande qu'il m'envoie ce qu'il a de meilleur à l'instant T. Et après, on cuisine avec. Après, globalement, pour l'apparence, je vais plus aller sur des figues à chair rouge, parce que ce sera toujours plus, en tout cas pour la présentation que vous allez avoir. Nous, après, on va la travailler d'une certaine manière là pour le dressage. Après, nous, en boutique, je vous expliquerai par la suite, on fait des palets, d'accord, pour avoir une certaine mise en place et pouvoir dresser nos tartelettes. Parce que là, je me permets, il y a un mélange, hein, rouge et jaune. Oui, bah, voilà. Globalement, alors on essaye, globalement, c'est ce que je leur dis, c'est de rester au moins sur 2 tiers de chair rouge pour qu'on n'ait pas un palais qui soit un peu fade en couleur. Mais c'est pas forcément parce qu'elle est très rouge qu'elle est meilleure. Et même les dorés, chair blanche, qui sont, enfin vraiment, c'est des bonbons. Donc globalement, on travaille sur toute une multitude de variétés. Ce qu'on fait, c'est que ce que je vous ai recréé ici, on le fait avec 50 kg de figues et on le fait en échelle. On dirait un gâteau. Voilà, là, c'est dans un moule à gâteau, donc forcément. Mais on tapisse nos plaques de feuilles de figuier, on dispose toutes nos... Ah, les plaques de feuilles de figuier, d'accord. On met directement sur nos plaques de cuisson, parce qu'on ne s'amuse pas à faire des petits moules. On réfléchit pour être quand même rationnel. Logique. Et donc, du coup, on fait notre cuisson de figues, donc on y rajoute un tout petit peu de purée de framboise et un peu de cassis pour assaisonner. Un soupçon d'acidité. Pour apporter de l'acidité. Oui, l'acidité, ça va assaisonner un peu et ça va rapporter un peu de vivacité en termes de couleur. D'accord. Donc, une fois on part d'un poids de figues, on cuit pendant un certain temps et on s'assure qu'on a concentré, qu'on a compoté nos figues avec assez, parce qu'il faut que notre compoté, pour la boutique, elle ait quand même une certaine consistance. Et ensuite, cette marmelade-là que vous avez, bon là aujourd'hui c'est dans le moule, mais après ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lier, on va la mélanger. Au fond, on a un petit peu de jus de cuisson. Ce jus de cuisson, on va juste le lier avec un tout petit peu de gélatine, d'accord. Et on va faire des palets. Voilà. Des palets. Donc, c'est-à-dire que bien souvent, à chaque fois que je fais des essais sur les gâteaux, je réfléchis toujours à la manière dont ça va être reproduit. Et il vaut mieux, ce que j'explique aux équipes, il vaut mieux un 16 sur 20 tous les jours qu'un 18 sur 20 un jour et un 10 sur 20. Donc, c'est ce que tu dis à ta fille aussi, j'imagine. Non, je veux qu'elle ait que des 18. Ah bah d'accord, voilà. non, mais pas de pression là-dessus.
Je veux qu'elle soit heureuse déjà. Et donc du coup, effectivement, on essaie de travailler avec le matériel adapté, les techniques et les habitudes des laboratoires. Donc effectivement, le fait de faire une mise en place, de congeler les palets, les palets de figues sont congelés, glacés. Le glaçage que vous allez avoir sur vos palets, je ne vais pas le réaliser aujourd'hui, mais en fait, on fait une infusion de feuilles de figuier aussi. Une fois qu'on a réalisé notre gelée neutre, on va couper des feuilles de figuier, les laisser infuser. J'ai oublié une partie de la recette parce qu'elle n'est pas devant moi, c'est qu'on a la chantilly feuille de figuier. Donc pareil, feuille de figuier infusée dans la crème, on va la retrouver juste après. Pas de précaution particulière, juste une qui est très importante. En fait, la feuille de figuier, quand elle est dans l'infusion, il ne faut surtout pas la presser. C'est-à-dire on coupe, on l'immerge, après on la filtre, on rince, quelle que soit la préparation, on la rince, on récupère. Si tu la presses, tu vas avoir un goût de foin, enfin c'est horrible. Tu l'infuses à froid? Non, chaud. Non, chaud, et après l'infusion... ça infuse relativement vite, après on peut pousser à 20 minutes, mais surtout ce qui est important c'est de ne pas la presser, sinon on a tout de suite un goût très désagréable. Voilà. Ça marche. Donc ce que je vous propose c'est qu'on envoie les dégustations et que pendant ce temps-là... Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation? Waouh, cool. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Je vais monter 2 tartelettes. Alors je vais les monter un petit peu différemment, parce que là effectivement je vais faire les différentes étapes. Et effectivement, le palais qui normalement est glacé, congelé, là je vais venir tout simplement tailler des figues et les disposer de manière un peu plus... Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Il manque juste la crème. Elle est là. Et juste que les dégustations, voilà. Ça, non? Oui, c'est ma compote. Voilà. C'est parfait. Merci Alex. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que ce joli col que tu as... signifie que tu es un champion du monde. C'est quand même beau, non? Alors, je ne suis pas le champion du monde, nous sommes champions du monde. Ah oui, pardon, par équipe. Donc oui, effectivement, c'est le col distinctif pour la Coupe du Monde de la pâtisserie, donc qui est un événement qui est en parallèle du Bocuse d'Or, donc qui est à peu près en temps normal, s'il n'y a pas de Covid, tous les 2 ans, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, c'est un concours par équipe sur une journée. Dont un des sponsors, d'ailleurs pour sponsor partenaire fondateur est Valrhona. Donc c'est vrai qu'on a une partie axée très chocolat. Donc on a un dessert, il y a un dessert assiette, une pièce en chocolat, une pièce en sucre, un entremets. Et dessert glacé, pièce en glace. Et toi, tu étais sur quoi? Alors moi j'étais plus sur... alors ce qui était vraiment... moi, là où j'ai vécu une expérience vraiment extraordinaire, c'est qu'on avait vraiment une équipe, une très belle équipe. Ça a été aujourd'hui, Jordi, qui était le capitaine de l'équipe à l'époque, que je connaissais. Oui, parce que tu as concurré avec les Espagnols. Oui, exactement. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je revenais de 2 ans d'expérience en Espagne, que je suis revenu à Paris pour travailler au sein de l'école Bellouet Conseil, et que de fil en aiguille, on m'a sollicité depuis l'Espagne pour intégrer l'équipe. Et que ça s'est fait relativement naturellement, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit que ça serait compliqué, et puis je suis allé voir l'équipe, et justement, on a eu un petit coup de cœur, entre guillemets, on a vu que tout de suite, ça matchait, qu'on faisait des grosses journées de travail. Globalement, j'avais pris une semaine de vacances, et on a passé 18 heures par jour pendant une semaine, et à la fin de la semaine, je me suis dit, bon, quelle que soit l'issue du concours, en tout cas, j'ai plaisir à travailler avec ces gens-là, et je continuerai à grandir et à évoluer. Donc l'équipe d'Espagne, et pour te dire, voilà, Jordi, avant cette période-là, qui était le capitaine de l'équipe, je l'avais vu 2 fois, et aujourd'hui c'est le parrain de ma fille. Donc oui. Voilà, hormis l'expérience professionnelle qui est mémorable, humainement c'était extraordinaire. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais vraiment plus le jour du concours sur la pièce en sucre et sur l'entremet chocolat, mais je pense que ce qui a fait notre force, c'est que globalement on avait des moments où on avait du mal à se regrouper et on travaillait individuellement, mais dès qu'on était ensemble, on travaillait tous ensemble, en tout cas dans les premiers temps, pour dégrossir les pièces. Quand on faisait l'entremet chocolat, on étalait toutes les recettes, et tous ensemble, on faisait les 5-6 essais de biscuits, les 5-6 essais de compotés. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que globalement, on a présenté un buffet qui était homogène, et puis qui nous a permis de gagner. Mais c'est vrai que globalement sur les concours, notamment la Coupe du Monde, quand il y a des concours par équipe,
Ce qu'on ressent, c'est que des fois, il peut y avoir des différences de niveau suivant les pièces. Et surtout, même si on a choisi le même sujet, parce que le sujet de l'équipe, il n'y en a qu'un seul, hein, enfin la thématique, des fois on a des disparités de niveau en fait, et de cohérence entre les pièces, de cohésion. Il faut que le buffet en fait ne fasse qu'un. Et je pense qu'à l'époque, on avait vraiment réussi à faire ça. Alors je te propose que maintenant que vous goûtez, on va vous montrer un petit peu le détail du montage. Donc là, c'est ta fameuse crème d'amande où on peut mettre de l'amaretto si on le souhaite. C'est ça? Oui, exactement. T'as bien écouté. J'ai retenu la leçon. Comme tu sais, je pâtisse énormément, donc... Donc ici, on va mettre... alors, il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça peut être... je l'ai dit, hein, globalement, on est sur quelque chose de très généreux. Ensuite, on a notre... Baklava mélange. Ouais, exactement. Donc ça, c'est cacahuètes. Alors là, tu vas pas écouter. Amandes. Amandes et quelques noix de pécan. Il y a des gens sympas qui mettent quand même. Donc amandes, cacahuètes et noix de pécan. Il n'y a pas de cacahuètes. Ah merde, pourquoi j'ai l'impression de voir une cacahuète? C'est des amandes. Bon. Amandes blanches et pécan. Ouais, c'est l'amande blanche que tu... Alors, je prends les chèvres pour des vaches et des cacahuètes pour des amandes, mais c'est pas grave. Là, on va mettre une petite crème pour apporter le côté bien light. Donc là, effectivement, là, tu as bien écouté. Je vais peut-être pas avoir une mauvaise note alors. Donc ça, c'est une crème... Donc là, on est un peu dans l'esprit, alors elle est un peu moins riche, mais on est un peu dans l'esprit d'une crème tatin. C'est-à-dire, on est sur une crème crue épaisse. J'ai envie de dire une connerie, genre une tatin avec des bananes. Ok. J'arrête. Okay. C'est la dernière, c'est pour ça, c'est la dernière. Je me permets un petit peu des digressions. Je pensais que c'était moi qui avais dit une absurdité. Donc crème comme une crème tatin. Donc crème crue, crème fleurette, un petit zeste de citron et on a un tout petit peu de miel. Pardon, zeste d'orange. Très bien, merci. Tu vois, je suis. Zeste d'orange. Très peu de miel, alors toujours pour être dans la lignée, mais on veut quand même garder le côté acidulé de la crème crue. Voilà, essayer de désucrer un peu quand même. Elle n'est pas sucrée du tout, mais ça pourrait presque l'être. Voilà. Mais justement, elle n'est pas trop sucrée. En tous les cas, moi, quand je l'ai goûtée, j'ai trouvé qu'elle était parfaitement équilibrée. Je pense que tu peux peut-être gagner un prix avec cette tarte, non? Je sais pas. Je cours pas après ça. Ce que je veux, c'est que les clients et les personnes qui sont devant moi soient contents. Bon, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes régalé avec cette petite... Voilà, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une tarte, comme on dit, sans filet. Après, j'imagine bien qu'avec d'autres fruits, ça peut être pas mal. Hein. Alors, pour tout te dire, sur cette base-là, on a parlé de l'abricot. On a fait donc abricot, rhubarbe, fraise des bois. Donc, par exemple, la rhubarbe, fraise des bois nous a causé un peu des soucis sur la durée de vie du fond. C'est-à-dire que la rhubarbe, suivant la cuisson qu'on avait, il y avait un peu trop de jus. Et du coup, il y avait des fois, et j'étais à deux doigts de dire on passe sur la feuille de brique parce que quelqu'un qui... Ouais, et c'est hyper déceptif. En plus... ça fait mou, c'est pas agréable. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tu m'avais dit framboise, rose framboise, notamment... Heureusement, nous avons notre nous avons Alexandre. Souffleur. Alors là, c'est une petite compotée de figues. Alors, globalement, ici, à Saint-Instanté, normalement, je viens directement avec le palais, comme vous avez eu. Disposer, là, ce que je vais, c'est que je vais juste mettre un tout petit peu de compotée pour venir disposer mes figues cuites. Ah oui, le palais dont tu nous as parlé, qui est finalement congelé, que tu viens mettre. Et du coup, ça a une durée de vie de combien de temps, cette tarte? Si c'est moi qui la monte, 10 minutes, parce que je la mange. Tu vas manger, d'accord. Non, mais elle a la journée. C'est-à-dire que nous, quand on l'envoie en boutique, on fait en sorte que... Enfin, c'est une journée. Une journée, oui. Très rares sont les produits, globalement, qu'on conserve 2 journées en vitrine. Si y a un les macarons? Alors, les macarons, ce qui est bien, c'est que, globalement, le temps leur fait du bien. Avec une certaine mesure, bien évidemment. Bien sûr. Mais on s'assure qu'il y ait une meilleure maturité.
Je crois d'ailleurs que sur les macarons, tu as des parfums à créer tous les ans, des nouvelles... Oui, on est globalement, alors sur la première année, parce que ça va faire un an à peu près que je suis arrivé au sein de la maison, on a effectivement le cadencier macaron. À l'année, c'est à peu près une vingtaine de parfums en permanence. Donc il y a les 10-12 qui sont les intemporels. Vanille, chocolat, et pistache. les meilleurs, mais c'est pas les intemporels. Donc les chocolats, vanille, caramel, rose, thé Marie-Antoinette. Voilà, ça c'est le pistache qui fonctionne très très bien dans les pays du Moyen-Orient. Donc ça c'est des parfums globalement. Les recettes ne bougent pas, on les regoute tout le temps en permanence pour voir si on peut pas faire évoluer les recettes. Mais globalement l'ADN de ces recettes-là ne change pas. Et après on a à peu près une dizaine de parfums. Saisonniers. Donc là, par exemple, pour la rentrée, on a fait un macaron au calisson, on a fait un macaron... Notre souffleur. Alexandre. Tu l'as pas. Calisson et passion ylang-ylang. Pour Noël, on a fait alors ça c'est une exclue, on a fait un macaron à l'essence de sapin. On a travaillé une essence biologique de sapin de l'Ariège. Et donc vraiment, on a vraiment les parfums du côté très végétal, très vert, du bourgeon de sapin. Voilà, donc suivant les saisons, suivant les événements, on a dû créer un macaron pour Roland Garros. Roland Garros. Jaune ou orange? Jaune. Jaune, balle de tennis. Alors, il nous reste pas longtemps pour terminer. Tu es en train de dire que je parle trop, c'est ça? Non, c'est super intéressant, j'adore. Il nous reste 3 minutes, donc là... 3? Oui. Ben, on est bon. On est mais nickel. là, je vais simplement disposer les figues. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les figues sont arrosées juste avant la cuisson avec un petit filet d'huile d'olive. D'accord. Voilà, donc il y a un soupçon d'huile d'olive. C'est pour ça que c'est de l'huile d'olive, là? Oui. C'est ton côté cuisinier? Ben, on garde, et puis c'est vrai que globalement on pense aux produits du terroir, et bon, l'huile d'olive en général, les figuiers et les oliviers sont pas loin l'un de l'autre, donc ça fonctionne très bien. C'est de l'agroforesterie. C'est comme les bananes et le cacao. Et après ça c'est quoi? Ce que tu veux et donc ça c'est des noix de pécan sablées. Donc sur les contours, alors là je ne vais pas en mettre, mais sur les tartelettes que vous avez eues en dégustation, une fois que le palais, je peux me lécher les doigts, j'ai envie. Mais sur les palais en fait, ça nous sert de finition et ça aide entre guillemets à ce qu'on ait un petit peu plus de texture. Croquant. Voilà. Petit croquant. Je crois qu'on a fait le tour de ta vie et de ton œuvre. De ma vie, en une demi-heure, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est bien Julien, c'est qu'on s'ennuie jamais avec lui. Non, bon, c'était une petite blagounette. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir dans le public. Vous étiez vraiment super sympa. Je crois que vous êtes bien régalés pendant ces 3 jours. Et je vous demande d'applaudir très très fort Julien et de le remercier. Merci, merci, merci. Merci. C'était un plaisir. Je remercie l'organisation d'avoir pensé à moi, et puis quand j'ai su que c'était toi qui animais en duo, c'était un plaisir. Ça allait. Du coup, tu as dit oui. Du coup, j'ai confirmé. Merci beaucoup à tous, merci, et à l'année prochaine. Bravo. Merci. Merci.